L'Auto-Québec a longtemps rêvé de faire du Casino de Montréal un casino international, fréquenté en grande partie par de riches touristes. Malheureusement pour eux, la réalité est tout autre. Presque 20 ans après son ouverture, on constate que le Casino de Montréal est avant tout un casino local, fréquenté à 90 % par les gens d'ici. Pire encore, les casinos au Québec attirent moins de joueurs d'année en année, malgré le fait que l'Auto-Québec dépense annuellement une fortune en programme de fidélisation de sa clientèle locale. Enquête sur des promesses qui ne se sont jamais matérialisées. Parc Jean-Drapeau, jeudi après-midi. Des joueurs montent dans l'autobus qui, espèrent-ils, va les mener vers leur fortune. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Il y a quelques mois, j'ai gagné 1000. I just like it thrilling. Malgré ses efforts pour séduire la clientèle internationale, c'est sur cette clientèle locale que le casino compte pour augmenter ses profits. D'où la question à savoir jusqu'où on va aller essayer de tirer des profits. Selon les chiffres de l'Auto-Québec, la fréquentation des casinos est en baisse de 13 % depuis 2006. Leurs revenus bruts ont reculé de 44 millions de dollars l'année dernière. Devant cette baisse de revenus, l'Auto-Québec redouble d'efforts pour attirer la clientèle internationale. Même si le Casino de Montréal est en pleine rénovation, la direction a entrepris une opération de séduction auprès des très gros joueurs internationaux. Il faut bien voir qu'un joueur qui va laisser 500 000 un soir dans un casino, et ça existe, bien, c'est l'équivalent de 5 000 clients qui jouent 100 $ chacun. Alors, c'est une clientèle très précieuse et très courtisée par l'ensemble de l'industrie. Enquête a appris qu'en mai dernier, la Société des casinos a ouvert un bureau à Macao, la Mecque du jeu en Asie. Mais le Casino de Montréal a-t-il ce qu'il faut pour briller sur la scène internationale? Pas certain. À Las Vegas ou à Macao, plusieurs sociétés opèrent des dizaines de casinos. Les joueurs ont beaucoup de choix. À Montréal, un seul casino, sans hôtel intégré. Un seul établissement isolé sur son île. Donc, quand vous voulez aller jouer au Casino de Montréal, bien, il faut penser à son affaire. Il faut y aller en autobus, en automobile, etc. C'est pas au cœur de la ville. Donc, c'est très difficile d'être compétitif. 5 mois après l'ouverture du bureau de Macao, la Société des casinos retire sa mise, se disant incapable de faire compétition avec les casinos de l'Asie et de Las Vegas. On se trouvait dans une concurrence extrêmement forte et à laquelle, bien honnêtement, on n'avait pas ni les moyens ni le goût de le faire. Coût de l'aventure, 400 000 $. Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'y aller, mais c'est une bonne idée de s'en retirer. Ce n'est pas la première fois que la Société des casinos essaie d'attirer la clientèle internationale. En 2009, en pleine crise économique, la Société ouvre un casino à Mont-Tremblant, une station de ski qui a la cote auprès des Américains. Les résultats sont décevants. Ce casino attire moins de 500 000 clients par année. Nous croyons que nous serions entourés d'un centre de congrès et d'un hôtel, et évidemment, ces infrastructures-là n'étant pas là, ça fait en sorte que, de façon générale, on n'a pas atteint les objectifs. Et ça ne s'améliore pas. L'année dernière, le Casino de Tremblant a perdu presque 20 % de sa clientèle. S'il n'y a pas énormément de croissance à l'international qui est possible, ça va être une croissance locale. La difficulté, c'est que cette croissance-là ne se fasse pas sur le dos de personnes à risque ou de joueurs compulsifs, mais se fasse auprès de personnes qui le font à des fins récréatives. Selon la Santé publique de Montréal, 2 % de la population québécoise éprouve des problèmes de jeu. Parmi ceux qui franchissent les portes du casino, ce serait plutôt 8 %. Avec 18 000 visiteurs par jour, on comprend que ça fait, à travers ça, beaucoup de gens qui ont des problèmes de jeu. Et les jeunes de 18-24 ans, eux, c'est près de 10 % qui vont avoir des problèmes de jeu. Évidemment, c'est quelque chose qui nous préoccupe grandement, là, cette clientèle-là.
Selon des données obtenues par l'accès à l'information, le casino investit près de 60 millions de dollars par année dans son programme de fidélisation, la carte privilège. Chaque dollar investi rapporte 1 point privilège. Les primes commencent à 5 dollars. À tous les mois, ils nous envoient un certain montant d'après ce qu'on a joué. Ça donne des points. La semaine passée, j'ai gagné 100 pièces et puis pour les 3 jeudis là, qui viennent, ils me donnent 50 dollars. Mais pour les gros joueurs, il y a des gros prix. Billets pour un match du Canadien dans la loge corporative de l'Auto-Québec au Centre Bell, nuitées d'hôtel, frais de voyage. Depuis 2005, les casinos du Québec ont dépensé plus de 315 millions sur ce programme. À travers le monde, ces cartes servent davantage les casinos que les joueurs. On suit la trajectoire des joueurs, on sait où ils demeurent, on sait combien ils dépensent, on sait à quelle fréquence ils dépensent, ce qui permet d'ajuster les stratégies de commercialisation. J'ai été témoin de gens qui sont accros. Cet ancien employé nous a parlé des habitudes de certains joueurs. Son identité est cachée parce qu'il a signé, comme tout employé du casino, une clause de confidentialité qui ne lui permet pas de parler aux journalistes. Pour lui, c'est clair que la carte privilège incite certains clients à dépenser plus qu'ils devraient. Les gens, ils mettent leur carte dans la machine à sous, puis ils s'imaginent que la carte est en train d'accumuler beaucoup de points. Alors, ils restent là des heures et des heures, puis ça les encourage. L'objectif, quand quelqu'un rentre dans un casino, c'est qu'il y reste le plus longtemps possible. Le plus longtemps on reste sur le plancher de jeu, le plus on va perdre. Le casino a donc une base de données détaillée qui sert à mieux comprendre le comportement des joueurs. Évidemment, la même information pourrait être fort utile pour savoir comment articuler la prévention, qu'est-ce qui pourrait être fait, et peut-être même d'identifier à un certain moment donné un comportement où une personne se met à dépenser plus qu'elle devrait. Mais l'Auto-Québec refuse catégoriquement de partager ces données avec la santé publique. Non, nous souhaitons vraiment que ces données-là continuent d'avoir un seul usage, qui est un usage commercial, qui est de déterminer le niveau de gratuité auquel le joueur a droit. De plus, l'Auto-Québec avance que ces données sont incomplètes. Par exemple, la carte ne contient pas d'informations sur la situation financière d'un joueur. Dépenser 20 000 par année dans un casino, c'est acceptable pour quelqu'un qui en gagne 300 000 par année. Mais si la personne en gagne 50, bien là, il y a probablement un problème. Sauf que nous n'avons pas accès à cette information-là et nous ne souhaitons pas avoir accès à cette information-là non plus. La santé publique reproche aussi au Casino de Montréal ses heures d'ouverture. Pendant que les bars sont obligés de fermer quelques heures chaque soir, le casino, lui, ne ferme jamais. Ce serait une très bonne chose qu'ils ferment pour laisser les gens au moins se reposer, sortir, aller voir la lumière. Il y a des gens qui restent là des 58 heures de fil, qui restent aux tables, qui restent aux machines à sous parce que, évidemment, la machine va payer. Et effectivement, en réduisant les heures d'ouverture, on coupe cette accessibilité-là, temporelle, et on induit des pauses, finalement, aux joueurs. Mais l'Auto-Québec n'a pas l'intention de changer les heures du casino. Parce qu'à Montréal, il y a quand même un bassin de population et de touristes assez important. Alors, vous avez des gens aussi qui travaillent le soir, qui sont des oiseaux de nuit, qui n'aiment pas les embouteillages. Il y a des gens qui vont vouloir poursuivre leur soirée au casino. Ce n'est pas le gouvernement qui mettra de la pression sur l'Auto-Québec pour diminuer ses heures ou ses activités. La société fournit 2,3 % des revenus de l'État québécois. C'est quand même une somme considérable parce que si on n'a pas cet argent-là, où on va aller la chercher? Un casino, une loterie, c'est une taxe volontaire, en fait. C'est qu'on accepte que 93 ou 91 % de l'argent qu'on investit va être retourné à l'État. Bien, on vous souhaite bonne chance. Bonne soirée. On n'en dit pas ça, on dit merde. Merde.